Bonsoir et bienvenue dans nos bureaux, ceux de Jeudi Investigation. Bonsoir, avec une enquête sur un gang assassin et sanguinaire, la fraternité aryenne. Pourquoi se faire un ennemi? Pourquoi laisser l'adversaire vivant? Pour qu'il puisse vous retomber dessus ou s'en prendre à vos amis ou à votre famille? C'est pas ça qu'il faut faire. Si c'est assez grave pour qu'on ait décidé de le tuer, il faut le supprimer. Et on se débrouille pour que ce soit tellement horrible, pour que tout le monde, même dans un milieu violent, se dise « Oh là !» pour qu'ils se disent « Attention, joue pas au con parce que ça risque de t'arriver. » C'est comme ça qu'on contrôle son environnement. Ces gens-là ont fait régner la terreur pendant près de 40 ans dans les prisons américaines. Un gang 100% pur blanc qui s'était constitué dans les années 60 et qui s'était tranquillement baptisé Fraternité Aryenne. Ça a le mérite de dire ce que c'est. Voilà, au moment où ils annonçaient la couleur. En fait, au départ, c'était des prisonniers blancs qui voulaient résister aux gangs mexicains et aux gangs blacks qui tenaient les prisons américaines. Alors, ils ont fondé une société secrète à vocation essentiellement raciste. Alors, au début, c'était ça, et puis ils ont fini par prendre de l'importance, par se disperser dans toutes les prisons américaines, et c'est devenu une sorte de simple, si j'ose dire, organisation criminelle avec intimidation, trafic en tout genre, et évidemment assassinat. Oui, avec un bilan pour le moins performant, pour ne pas dire effrayant, puisqu'il pesait 1% des détenus dans les prisons et qu'il réalisait jusqu'à 26% des meurtres et des agressions. En tout cas, tout ce joli petit monde va se retrouver en Californie devant un tribunal. Ça doit être l'un des plus grands procès de l'histoire des États-Unis. Ils vont aller répondre de leurs crimes dans quelques semaines. Oui, il devrait avoir lieu en mai prochain. Et vous allez voir maintenant dans ce film l'histoire de ce petit groupuscule raciste qui est devenu un énorme syndicat du crime aux États-Unis. Alors pour la première fois, des membres de Fraternité Aryenne ont accepté de témoigner devant une caméra de leur épopée sanglante. C'est un documentaire que nous sommes allés chercher chez les Britanniques. Alors attention, parce qu'il y a des images qui peuvent choquer. Get your lights out, get your lights out, get your lights out, get your lights out. Go, 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 go. Hit him. Where the fuck's the door? Over there. Go, go. Opération à haut risque dans une prison américaine. Les gardiens doivent transférer 40 détenus dangereux, membres de la Fraternité Aryenne, un gang redoutable né dans les prisons américaines. Regroupés à bord d'un vol spécial, ils sont acheminés vers Los Angeles, où doit se tenir le plus important procès d'assises de l'histoire des États-Unis. Parmi les accusés, ils sont 20 à risquer la peine de mort. Ce gang de prisonniers blancs devra répondre de centaines d'actes d'assassinat, de violences physiques, de tentatives d'intimidation, de rackets et de trafic de stupéfiants. Le procureur fédéral Greg Gessner a passé de longues années à chercher les moyens de faire tomber la Fraternité Aryenne. De tous les détenus, ce sont les plus malins, les plus durs, les plus impitoyables. On contrôlait tout. Qui habitait où, qui avait le droit de vivre et qui devait mourir. On contrôlait tout le système carcéral. En prison, on sait bien qui sont les plus puissants. Et les types de la Fraternité Aryenne étaient parmi les plus puissants, pour une raison simple, c'étaient des tueurs. En suivant une piste semée de trafic de drogue, de meurtres, de messages écrits à l'encre invisible ou de lettres codées, les enquêteurs ont fini par découvrir une organisation criminelle unique en son genre, car dirigée de derrière les barreaux. Une organisation qui régnait sur une partie importante du système carcéral américain. Comment la société traite-t-elle, c'est hors la loi, des hommes qui vivent et meurent conformément à un code qui leur est propre? Pour la première fois, des membres de cette confrérie témoignent. John Greshner est l'un des anciens leaders du gang. Il purge aujourd'hui une peine d'emprisonnement à perpétuité pour enlèvement et meurtre. Si on se montre très violent et sans pitié, une fois ou deux, on n'a plus besoin de recommencer. George Harp est un membre fondateur du gang. Il a passé 40 ans en prison. J'ai connu 40 ou 50 types qui ont été tués par des membres de la Fraternité Aryenne dans plusieurs prisons différentes. Votre loyauté au gang doit être encore plus forte que pour votre meilleur ami ou votre famille. S'il vous voit faiblir, vous êtes fichu.
Plusieurs fois, j'ai été prêt à tuer quelqu'un. Mieux vaut être seigneur en enfer qu'esclave au paradis. Le règne de la fraternité aryenne a commencé dans les années 60, dans un contexte de tension et de violence raciale, à l'intérieur même du système carcéral californien. À l'époque, le gang répondait à un vrai besoin dans les prisons de Californie. Il y avait beaucoup de violence raciale et la fraternité aryenne était conçue et structurée pour plus ou moins protéger et défendre les Blancs qui étaient en minorité. Elle n'est pas née comme ça, sans raison. Ça avait un sens dans l'univers carcéral de l'époque. Ce n'est pas une organisation pour la suprématie blanche comme la nébuleuse politique d'extrême droite Nation aryenne. Elle a démarré avec une orientation raciale, mais elle est traditionnellement alliée à la mafia mexicaine et elle a même contracté des alliances avec des organisations criminelles noires. Ça ne les gêne pas tant que ça fait avancer leurs intérêts. Le moteur, c'est le pouvoir, comme dans tout. Au départ, c'était par solidarité raciale. Mais ensuite, c'était pour l'argent, le pouvoir, la suprématie. Pour consolider son pouvoir, le gang a vite appris à manipuler le système et à s'assurer le soutien de ses propres geôliers. Certains gardiens finissaient par soutenir les Blancs parce que les Noirs tuaient des gardiens. Et du coup, leur sympathie allait plutôt aux Blancs. Il y avait comme une alliance contre nature. C'était pas tous les gardiens, mais certains d'entre eux. Chez les gardiens, il y en avait qui nous aimaient bien, qui s'identifiaient à nos idées, et d'autres non. Des fois, on leur demandait s'ils voulaient se faire un peu d'argent parce qu'ils n'étaient pas bien payés. Ils étaient d'accord. On leur disait, on va vous faire envoyer des paquets chez vous, il faudrait nous les apporter, on vous donnera $500 à chaque fois. Il y en a qui se sont fait beaucoup d'argent comme ça. Ils nous faisaient parvenir des armes et aussi des informations. Ils nous donnaient des canifs. Au moment de la promenade ou quand on allait se doucher, les gardiens étaient censés venir inspecter les cellules pour chercher les produits de contrebande. Et très souvent, quand on revenait, le gardien nous disait « Regarde sous ton oreiller ». Et on y trouvait un canif. Ces couteaux étaient les armes d'une guerre quasi quotidienne dans les cours de prison. Une lutte incessante pour le pouvoir entre des bandes regroupées par race, d'où le nom de fraternité aryenne. Cette guerre des gangs fait rage aujourd'hui encore. Ce que vous avez derrière les murs des prisons, c'est une sorte de concentré de racisme et de ségrégation. Je pense que le système carcéral s'accommode tout à fait de cette situation, parce que ça leur permet de pointer du doigt toujours les mêmes personnes. Ça permet aussi d'identifier les différents groupes rivaux grâce à certains signes faciles à repérer. Les gens se demandent comment on sait qui est dans tel ou tel gang. En fait, c'est très simple. Vous allez au réfectoire, ils se regroupent en bandes. Les types de la fraternité aryenne étaient toujours assis au fond du réfectoire. C'est à ça qu'on reconnaissait ceux qui en faisaient partie. Dès qu'un nouveau arrive à la prison, il va s'asseoir dans le coin du groupe. Alors on sait tout de suite qu'il est sympathisant ou déjà affidé. Et puis ils ont des signes distinctifs. La fraternité aryenne, c'est le trèfle. Ils ont tous des tatouages différents. Dès qu'un nouveau membre arrive, il se fait tatouer. Le dessin, c'est un bouclier avec une croix gammée et les initiales du groupe. Une fois qu'on a son tatouage, c'est qu'on y est. C'est le signe qu'on a été admis dans ce groupe et qu'on y est pour la vie. Ce qui faisait la particularité de la fraternité aryenne, c'est que les autres gangs, comme la mafia mexicaine ou les Noirs de la Black Guerrilla Family, voulaient attirer un maximum de gens. La fraternité aryenne faisait tout le contraire. Il disait, on veut 100 membres maximum, mais triés parmi les plus méchants.
Et ça, c'était génial, car ils n'ont fait qu'appliquer le code en vigueur dans les prisons. Si tu viens m'emmerder, je te tue. C'est ça qui leur a donné le pouvoir. Au début des années 90, en enquêtant sur la fraternité aryenne, le procureur Greg Gessner s'est rendu compte qu'il était en présence d'un gang hors du commun. Ils étaient très sélectifs, et c'est ce qui les distinguait de toutes les autres bandes. Ils tenaient vraiment à maintenir la qualité de leur recrutement, et ce sont des gens qui étaient extrêmement respectés en prison. L'un d'entre eux, Michael Thompson, est si étroitement surveillé que nous n'avons pas eu le droit de le filmer. Ses propos sont ici rapportés par un acteur. On était différents des autres gangs, parce qu'on recherchait la qualité, pas la quantité. On voulait attirer à nous les gars qui avaient de vraies compétences, pour le bénéfice du gang. Les gardiens contrôlaient l'enceinte, et nous, on contrôlait l'intérieur. Beaucoup de ceux qui entrent dans la fraternité aryenne, qui sont recrutés par le gang, ont de vrais talents de leader. Et c'est malheureux que ce talent soit utilisé à ça. Si ces gars-là avaient suivi le droit chemin, ils auraient sûrement occupé des postes de direction, quelle que soit leur branche. Mark Lilienfeld était chargé de la surveillance des gangs. Il a été amené à entrer en contact avec certains des leaders de la fraternité aryenne. Pour la plupart, ils ont une intelligence au-dessus de la moyenne. Ils sont capables de s'exprimer d'une façon qui impressionne leurs codétenus. Et ils ont vraiment de l'ascendant sur les gens. Ils ont une sorte de charisme que les autres prisonniers n'ont pas. Cette aura est sans doute liée au cursus d'études imposé par les chefs aux nouvelles recrues, de la philosophie grecque et des enseignements orientaux sur l'art de la guerre. On pouvait avoir une vraie conversation de philosophie politique ou de philosophie générale. On discutait des failles du système ou comment faire pour améliorer sa situation présente. Ça faisait un peu de stimulation intellectuelle au lieu de parler moto toute la journée. On étudiait l'art de la guerre de Sun Tzu et le traité des 5 anneaux de Musashi sur l'art du samouraï. Et aussi Nietzsche, qui était le premier existentialiste. Pour moi, ça a été le début d'un apprentissage long et douloureux. C'était pas tant le fait d'apprendre que de voir si on était capable de comprendre. L'apprentissage de la voie du guerrier n'est qu'un début pour les nouvelles recrues. Ensuite, il faut apprendre à vivre et à mourir selon les règles du gang. Quand on voulait recruter un type et que ce type était d'accord, l'un des chefs, moi ou un autre, on allait le trouver pour lui parler. Si tu veux devenir l'un des nôtres, alors il faut que tu acceptes de faire certaines choses et pas question de te foutre de nous. C'est pour la vie. Il se peut qu'on te missionne sur quelqu'un, ça veut dire le tuer. Et là, t'as pas le choix. Même si c'est un copain à toi, il faudra que tu le fasses. Tu peux pas te dérober. Il fallait que je fasse mes preuves, que je tue quelqu'un ou que je fasse couler le sang. Tu dois tuer pour entrer dans le gang. Et c'est toi qu'on tue si tu veux en sortir. Il fallait qu'on soit sûr que le type était capable de tuer quelqu'un en cas de besoin. C'était crucial parce qu'on n'était pas très nombreux. C'était notre survie qui en dépendait. C'était la guerre et on pouvait mourir n'importe quand. J'ai connu 40 ou 50 types qui ont été tués par des membres de la fraternité aryenne dans plusieurs prisons différentes. Selon Gessner, la fraternité aryenne est responsable d'innombrables meurtres et agressions physiques. La violence était leur carte de visite.
Les prisons sont pleines de gros durs, mais des gens vraiment capables de mettre en scène un meurtre, de se glisser derrière quelqu'un pour le tuer à coups de couteau dans le cou, il n'y en a pas tant que ça, même dans une prison. L'administration pénitentiaire a souvent cherché à étouffer les meurtres commis par le gang. Par la suite, Gessner et son équipe ont donc dû patiemment reconstituer l'enchaînement des crimes sanglants. Dans une prison, quand un détenu en tue un autre, très vite, tout le monde est au courant. En un sens, ça simplifie les choses. Si vous avez un témoin qui vient vous dire « je sais qui a fait le coup ». Mais en même temps, on n'est pas sûr que ce soit vrai. Ce n'est peut-être qu'une rumeur de cellule. Ce qui ne s'était encore jamais fait, c'était de considérer la fraternité aryenne en tant qu'organisation. Jamais on n'avait monté un gros dossier contre les principaux leaders, par exemple, pour attaquer le gang de front. Jusqu'à présent, on se contentait d'isoler un ou deux membres pour des crimes bien précis. Quand on vit dans un milieu très violent, parfois pour se faire remarquer des autres, pour montrer qu'on est là, il faut faire preuve de beaucoup de violence. C'est tout, c'est comme ça. Si on se montre très violent et sans pitié une fois ou deux, on n'a plus besoin de recommencer. Pourquoi se faire un ennemi? Pourquoi laisser l'adversaire vivant? Pour qu'il puisse vous retomber dessus ou s'en prendre à vos amis ou à votre famille? C'est pas ça qu'il faut faire. Si c'est assez grave pour qu'on ait décidé de le tuer, il faut le supprimer. Et on se débrouille pour que ce soit tellement horrible, pour que tout le monde, même dans un milieu violent, se dise « Oh là !» pour qu'ils se disent « Attention, joue pas au con parce que ça risque de t'arriver. » C'est comme ça qu'on contrôle son environnement. Une fois que les gens ont capté le message, on peut se mettre à faire du business. C'est comme ça qu'on fait. On a commencé le racket. On prenait des paris sur les matchs de foot. On dealait de la drogue. On en faisait entrer en douce et on la vendait. On faisait aussi du prêt sur gage dans plusieurs prisons où les gars devaient nous rembourser le double. On avait besoin d'argent pour nos familles dehors. On avait beau être en tôle, il fallait bien qu'on fasse vivre nos femmes. Il fallait faire quelque chose. Dans les années 70, la facilité avec laquelle les leaders de la fraternité aryenne manipulent le système carcéral pousse l'administration à transférer certains membres du gang hors de Californie, dans des prisons fédérales où, croit-on, ils seront mieux surveillés. Je suis le premier du gang à être passé dans le système fédéral. Mais je suis resté en contact avec les gars en Californie, on s'écrivait des lettres. Et c'était leurs copines qui me les faisaient passer. Je leur téléphonais aussi. Bientôt on s'est retrouvés à 12 et c'était la belle vie là-dedans. On faisait ce qu'on voulait. Le gang avait pris le contrôle des prisons de Californie grâce à son code guerrier. Le fait de déplacer certains de ses chefs va tout simplement leur permettre d'étendre leur influence à travers tout le système carcéral américain. Je pense que ça fait partie de la condition humaine d'être capable d'agir sur son environnement. Même si pour cela il faut s'associer à d'autres qui ont choisi la violence. La violence attire l'attention, un point c'est tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie en prison, ça n'a rien à voir avec la vie dehors. Les codes moraux sont complètement différents. C'est une vraie société à part. Quand on vous agresse, quand on vous prend quelque chose, il faut réagir tout de suite et avec le plus de force possible. Quand on rencontre un type de la fraternité aryenne, on sait tout de suite qu'il est capable de vous arracher le cœur. C'est l'intensité, quelque chose dans le regard, les yeux atonnent, ça se sent. Il y a des gens qui la ramènent, mais qui ne seraient pas prêts à franchir le pas. J'en ai vu beaucoup des types qui se dégonflaient quand ça commençait à chauffer.
La force physique n'est pas la seule arme de la fraternité aryenne. Le gang règne aussi par la psychose et par la peur. Quand vous entendez un type crier, il y a un son particulier dans une prison. Ça résonne dans tout le bâtiment. Quand quelqu'un hurle et qu'on entend que le son sans voir, mais qu'on imagine ce qui se passe, c'est presque comme si on pouvait sentir l'odeur du sang. Tout le monde sait que la menace est là. Vous vous rendez pas compte à quel point les gens ont peur en prison. Moi, j'avais pas idée. Les choses que j'ai vues là-bas vous briseraient le cœur. Des actes tellement cruels, sadiques. Ils sont très bons pour ça dans ce gang. Si vous ne voulez pas jouer leur jeu, ils vous lâchent pas. Si vous refusez de passer leur drogue, ils se vengent. Si vous refusez de tuer pour eux, c'est vous qu'ils poignardent. Leur truc à eux, c'est les coups de couteau. Un seul coup, ça suffit pas. Il en faut plusieurs. On en a vu jusqu'à 35. C'est rapide, c'est violent, c'est cruel. Pas question de code de déontologie. Ils vous tranchent la gorge, ils vous arrachent les yeux. C'est comme si tout d'un coup, ils étaient pris d'une soif de sang. C'est quelque chose qui vient de très loin, qui est nourri par la colère et la haine, et qui remonte à leur plus jeune âge. Quand on regarde l'histoire de ces gars, ils ont tous le même genre de parcours. Ils ont grandi dans des foyers très violents. La violence, c'est tout ce qu'on leur a appris. Quand on regarde leur vie, c'est presque toujours le même schéma. Ils ont été élevés comme ça, dans la violence. Le plus souvent dans des maisons de redressement. On leur a appris à être comme ça. J'étais fasciné par leur façon de parler, leur façon de marcher, le respect qu'ils suscitaient et les relations qu'ils instauraient avec les gens de même calibre qu'eux. Ça vous plaisait? Ça me fascinait. Je me disais, ça y est, je vais être des leurs, moi aussi. Ils étaient devenus comme ma famille. En 1982, les détenus assurent leur propre défense lors d'un procès. Ils citent comme témoins d'autres membres du gang et la justice les regroupe dans la prison de Chino. La fraternité aryenne en profite pour tenir une sorte de congrès. Objectif, redéfinir les orientations du gang. Mike Thompson est à l'origine de cette initiative audacieuse. On avait constitué un comité directeur dans la prison de Chino en 1982 pour faire évoluer le gang en organisation criminelle de racket, une sorte de mafia, et non plus une simple petite bande branchée violence raciale et drogue. On voulait prendre le pouvoir à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur des prisons. Ils ont pu se réunir dans la prison pendant plusieurs jours, et même plusieurs semaines d'affilée. Et pendant ces réunions, ils ont pu parler stratégie, budget, personnel, communication, exactement comme une organisation légale. Ils ont donc instauré de nouvelles règles. Ils ont défini leurs nouveaux objectifs. Tout ça s'est décidé à ce moment-là. J'ai été élu à ce comité en même temps que 9 autres membres pour diriger le gang et réorienter ses priorités, pour passer de la violence raciale au racket. On s'est même fait photographier dans la cour comme des hommes politiques en campagne. Mais notre programme à nous, c'était le meurtre, l'extorsion, le trafic de drogue, le racket. La fraternité aryenne doit maintenant trouver un moyen de contrôler des membres qui, une fois sortis de prison, peuvent constituer une menace. Une de leurs premières résolutions, c'était « Qu'est-ce qu'on fait d'un type qui quitte le gang pour coopérer avec les autorités ?» À cette époque-là, ils ont donc décidé que s'ils n'arrivaient pas à mettre la main sur le traître, ils tueraient quelqu'un de sa famille. Cela s'est produit peu après, avec un membre du gang qui avait trahi et s'était mis sous la protection de la justice. Il vivait caché. Les chefs de la fraternité aryenne décident de tuer le père du repenti. L'assassinat doit avoir lieu devant sa maison. C'était un nouveau pas de franchi, un meurtre commandité à l'extérieur de la prison. On a désigné Curtis Price pour faire le coup, parce qu'il allait bientôt être mis en liberté conditionnelle. Curtis était très fier d'avoir cette chance de tuer pour nous, et il avait pas mal de contacts liés à la drogue dans la région, à qui il pourrait s'adresser pour avoir des armes.
Il m'a envoyé une lettre une fois là-bas. Cette lettre est interceptée par les autorités. Elle marquera une étape décisive dans l'obtention de renseignements sur le fonctionnement du gang. Ce message a l'air tout à fait normal, mais on remarque quelque chose dans la marge. On dirait que le papier a été mouillé, puis séché, ce qui suggère la présence d'encre invisible. Il en existe de toutes sortes, y compris l'urine d'ailleurs, qu'ils ont sûrement beaucoup utilisé. On peut essayer de révéler le message en chauffant le papier ou en le regardant à la lumière bleue. Et on lit « Besoin contact », problème, témoin pourrait filer. C'est une demande d'autorisation de tuer. Cette lettre a servi au procès et elle a conduit Curtis Price dans le couloir de la mort, où il est encore en train de moisir aujourd'hui. Et moi, j'étais en train de devenir un monstre. J'ai commencé à me regarder en face. Il n'était plus question de combat ou de code guerrier. J'étais écœuré de voir que je m'étais menti à moi-même. J'ai lâché l'affaire. Et là, je suis sous haute surveillance, 24 heures sur 24, enfermé dans un quartier de très haute sécurité pour me protéger de leurs couteaux et pour protéger la société de mes méfaits. Après ce meurtre de sang-froid, Michael Thompson devient le principal informateur de la justice sur la fraternité aryenne. C'est lui qui révèle à la justice l'ampleur de cette organisation. Une organisation qui évolue vers toujours plus de pouvoir et de brutalité. Dans les années 80, le gang devient une organisation de type mafieux qui agit aussi bien dans les prisons qu'à l'extérieur. Pour enrayer son influence, la justice place ses chefs à l'isolement. Parmi les gens qu'on met à l'isolement, il y a ceux qui deviennent fous, mais il y a aussi ceux qui arrivent à s'adapter et qui deviennent très rusés. C'est très étonnant. On se dit que la communication entre eux aurait dû être impossible dans de telles conditions. Mais en fait, il existe des tas de moyens de communiquer. Dans beaucoup de prisons, bizarrement, on peut se parler par les toilettes, par les conduits d'aération. Mais ce n'est pas tout. Par exemple, dans une cour de promenade sur laquelle donne la fenêtre d'une cellule, même s'ils ne peuvent pas s'entendre, c'est typiquement le cas où la communication est possible parce que la plupart d'entre eux connaissent le langage des signes. De même, ils peuvent écrire des lettres à l'extérieur. Ils ont le droit, même si leur correspondance est épluchée. Ils peuvent faire passer des messages codés. Le déchiffrement de ces messages n'a pas été facile. Les enquêteurs ont découvert toute une série de codes très complexes. Le plus remarquable était tiré d'un ouvrage de la bibliothèque de la prison, les écrits d'un espion anglais du XVIIe siècle, Sir Francis Bacon. La méthode la plus complexe qu'on ait rencontrée est celle de l'alphabet codé. Pour cela, il faut mélanger deux alphabets qui ont l'air identiques, mais comportent en fait de légères différences, comme de petites queues à certaines lettres, par exemple, ou des lettres plus épaisses. Ce sont des signes discrets très subtils. Une fois cette différence identifiée, on remarque alors que la page d'écriture comporte en fait deux types de caractères typographiques. Le type A, lettre épaisse, et le type B, lettre fine, qui se combinent par groupe de 5. Il existe 25 combinaisons de A et de B correspondant chacune à une lettre de l'alphabet. Il suffit alors de remplacer ces combinaisons de type A et B par l'alphabet pour qu'une longue lettre apparemment anodine révèle son message court et sans appel. Message confirmé. Va à Washington, D.C. Le code a beau être subtil, encore faut-il pouvoir faire parvenir le message au destinataire à l'extérieur de la prison. Pour faire circuler les messages à l'extérieur, on avait toute une bande de femmes associées, des sympathisantes très radicales qu'on pouvait manipuler. On les appelait des mules. Les épouses et les petites amies des détenus ont fait passer des armes et de la drogue dans des prisons fédérales, comme Leavenworth, au parloir par exemple. Il s'agit d'une visite d'une femme à son petit ami détenu. Apparemment, elle a caché la drogue dans la ceinture de sa robe. Pendant la visite, on la voit sortir la drogue de sa ceinture
la mettre dans sa main, où elle la garde un peu, puis elle la fait passer dans la main du détenu qui la garde un moment. Ensuite, sur la vidéo, on le voit regarder autour pour vérifier que personne ne fait attention. Et là, il la met dans sa bouche et l'avale. L'héroïne était très importante pour la fraternité aryenne, parce que c'était sans doute leur principale source de revenus. Dans une prison, l'héroïne se vend 10 à 20 fois plus cher qu'à l'extérieur, à cause des difficultés d'approvisionnement. Il y en a très peu en circulation. Dans un établissement pénitentiaire, ceux qui contrôlent la drogue contrôlent tout à l'intérieur. Ils ont le pouvoir. À Leavenworth, la fraternité aryenne contrôlait tout ce qui touchait aux détenus blancs. Ils contrôlaient la drogue, le jeu, tout ce qui était susceptible de rapporter de l'argent. Quand ils s'apercevaient que telle ou telle combine mise en place par d'autres faisait de l'argent, ils lui mettaient le grappin dessus. L'héroïne qui circulait était en général noire ou marron et très épaisse. L'héroïne et les méthamphétamines sont les deux drogues le plus souvent vendues et utilisées par les membres de la fraternité aryenne. Ce sont des drogues très lucratives, faciles à trouver et faciles à faire entrer en douce. Plus tard, on a presque réussi à contrôler tout le marché des méthamphétamines de Californie. Tous ceux qui en fabriquaient ou qui en distribuaient devaient payer quelque chose à notre gang. 2 ou 3 types ont refusé et ils ont été éliminés. Alors ensuite, les gens ont dit d'accord, on veut bien payer. À l'époque, on faisait tous tellement de fric avec ça qu'on ne voulait pas que les gardiens sachent où allait l'argent. Alors on avait des boîtes postales un peu partout. Vous dites beaucoup d'argent. Oui. Mais encore. Moi, je ne faisais que la marijuana, mais rien qu'avec ça, pour mon compte personnel, je gagnais entre 1500 et 3000 $ par semaine. Le trafic de marijuana, d'héroïne et de méthamphétamine devient une des principales activités de l'organisation des deux côtés des grilles. À la fin des années 80, le gang possède son propre réseau de laboratoires de drogue à travers toute la Californie. On estime le revenu de ce trafic à $1 million déposés sur des comptes bancaires. Cela finance un réseau toujours plus puissant. L'heure est alors au nouveau partenariat. Il y a eu une alliance entre la fraternité aryenne et la mafia mexicaine, une autre bande carcérale. Ce partenariat ne relevait pas d'un quelconque idéal de rapprochement entre les peuples. Il s'agissait plutôt d'assurer aux membres de la fraternité aryenne et à leurs associés un approvisionnement régulier en drogue. Les autorités pénitentiaires tentent d'enrayer le trafic de drogue, qui est devenu la principale source de revenus du gang. À Leavenworth, 1/4 de la population carcérale est accro à l'héroïne. En fouillant les détenus qui dissimulent de la drogue jusqu'à l'intérieur de leur corps, les gardiens recueillent aussi des indices sur les autres activités du gang. Ils trouveront non seulement de la drogue, mais aussi des lettres, des messages codés et même des armes. Des armes permettant de mettre au pas une grande partie de la population carcérale. La fraternité aryenne représentait moins d'1% de la population en termes d'effectifs, mais ils étaient responsables de 26% des actes de violence recensés dans la prison. C'est pour ça qu'ils étaient tellement redoutés. Ils étaient capables d'intimider une bonne partie de la population au quotidien. Le succès du gang, fondé sur un recours systématique à la violence et à l'intimidation, commence à faire des émules dans le milieu carcéral. Pour beaucoup de détenus dans le reste des États-Unis, ils deviennent de véritables modèles. Leurs méthodes et leurs stratégies sont imitées. Au Texas, des groupes racistes constituent leur propre gang estampillé Fraternité Aryenne.
On s'en est inspiré parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup de l'action de la fraternité aryenne en Californie. Mais on ne savait pas dans les détails comment elle fonctionnait. Notre but à l'époque, c'était d'essayer d'imposer la suprématie blanche dans les prisons du Texas. On a commencé à avoir de gros problèmes avec les gangs en 1984-85. Il y a eu 52 détenus tués, dont une bonne partie par la fraternité aryenne qui cherchait à affirmer sa domination sur le système carcéral. Par exemple, il y a eu un meurtre à la prison de Darlington, au Texas. Un type qui était sur le point d'intégrer le gang a tué un autre membre de la fraternité aryenne. Ça s'est passé dans la salle commune, comme ça, sauvagement. Le meurtrier était à 2 mois de sa libération conditionnelle. Le fait qu'un membre en tue un autre de cette manière est contraire aux règles du gang californien, pour qui le respect entre frères est un impératif. Pendant des années, les gardiens ont regardé les gangs s'affronter sans réagir. Mais la situation devenant trop incontrôlable, les prisons du Texas ont pris la décision radicale d'isoler les membres du gang du reste des détenus. Tous ceux qui étaient identifiés comme membres du gang ont été isolés et placés en unités séparées. On s'est retrouvés enfermés là, comme au zoo, pendant des années et des années. J'étais dur avec les détenus, dur mais juste. Le deal était clair. Vous êtes là pour purger votre peine et voilà comment ça va se passer. C'est moi qui vous dirai quand vous allez chier, quand vous vous levez. Je vous dirai quand vous allez bosser, quand vous allez manger et quand vous pourrez retourner chier. Tous les gardiens devaient passer par l'unité séparée, au moins une fois par jour. Tous les jours, on mangeait froid. Les matons crachaient dans nos assiettes. Ils pissaient dans nos verres. Ça arrivait très souvent. Ils nous disaient que le but, c'était de nous traiter comme des champignons. On nous donne à manger de la merde et on nous laisse dans le noir. C'est un zoo humain légal. C'est un environnement très dur. Nous, en Amérique, on nous critique beaucoup à cause de nos prisons, soi-disant qu'on traite mal nos prisonniers. Mais c'est pas vrai. Ces types-là, ce sont des bêtes. C'est très différent. L'Amérique est une société qui veut garder ces gens-là derrière les barreaux. Les gens veulent qu'on les enferme et qu'on jette la clé. On paie nos impôts, on veut pas les voir dans la rue. Alors enfermez-les. Dans toutes les prisons américaines, l'unique solution pour régler le problème de la fraternité aryenne a donc été celle de l'isolement total. Le cas le plus tristement célèbre est celui de Thomas Silverstein. Inculpé à tort, il a commis son premier assassinat en prison après avoir rejoint le gang. 25 ans plus tard, il incarne toujours le mal absolu pour le système carcéral fédéral. Il a assassiné 3 détenus en prison. Mais ça n'a pas dérangé grand monde. Ce qui a ému les foules, par contre, c'est quand il a tué un gardien. Alors l'administration pénitentiaire s'est dit, comment faire pour ne pas que ça se reproduise? La réponse a été, aucun contact physique, aucun objet autorisé. Ils ont mis Silverstein en caleçon, ils l'ont placé dans une cellule éclairée 24 heures sur 24, sans rien. Juste de la nourriture, de l'air et un peu d'espace. C'est tout ce qu'exige le règlement. Pour eux, ça revient à mettre un animal en cage. Pas question d'ouvrir la porte, pas question de le laisser sortir. Apparemment, il est détenu dans les conditions les plus restrictives qui soient. Pendant longtemps, ils l'ont gardé dans le sous-sol de Leavenworth. Ça se rapproche des conditions de détention d'Hannibal Lecter dans le film. Le témoignage de Silverstein a été enregistré. C'est eux qui nous poussent à réagir comme ça. Ils nous accusent d'être des tueurs, des maniaques. Mais ils ne vous disent pas ce qui nous a conduits à réagir comme ça. Ils ne vous disent pas comment ils nous insultent, comment ils nous agressent. Ils nous enchaînent, ils nous aspergent de gaz d'autodéfense. Ils nous donnent des coups dans les couilles. Ils nous frappent à coups de matraque. On ne peut pas faire ça à un type année après année, jour après jour. Le soumettre à une telle pression et s'étonner qu'il finisse par péter un plomb.
On a sa dignité, qu'on soit prisonnier ou pas. Le traitement réservé à Tommy Silverstein n'a qu'un objectif, celui de le casser psychologiquement pour le punir. Et ça, c'est indigne d'une société qui se dit civilisée. À l'isolement et avec peu de chances de réhabilitation, les membres du gang sont confrontés à la perspective de passer leur vie dans un enfer de béton. Ma vie est un peu celle d'un moine dans une cellule. Prière et discipline. J'organise chacune de mes journées avec précision, ce qui me permet de garder à peu près toute ma tête. Si j'endure ce que j'endure, c'est pour pouvoir me dire, quand ils me relâcheront, que j'ai survécu. Comment est-ce qu'on peut rester enfermé comme ça pendant 17 ans, 25, 30 ans, 40 ans? Vraiment, je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui ont survécu à ça, sans céder à la folie, sont vraiment les individus les plus endurants qui soient. Mais c'est triste que cette qualité soit ainsi gâchée. 2 cas en particulier illustrent ce gâchis humain. Rick Flinga, après une libération inattendue, est devenu écrivain et enseignant, un professeur très respecté de ses élèves. Edward Bunker, qui fut l'un des plus jeunes et des plus violents détenus de la prison de Saint-Quentin, est devenu acteur, scénariste et romancier. Il a joué dans Reservoir Dogs et il est l'ami de nombreuses stars. J'ai gagné, je m'en suis sorti. C'est encore pire aujourd'hui dans les prisons. Ça s'est durci, il n'y a pas de programme d'aide, c'est surpeuplé. Il y a 160 000 détenus dans les prisons de Californie. Aujourd'hui, que font les services pénitentiaires de leurs plus dangereux prisonniers? Ces hommes qui, pendant des années, ont commis des actes de violence sans précédent et que les autorités n'ont pas su contenir. Ils les ont enfermés, 23 heures sur 24, mais le problème n'est pas réglé pour autant. Les mesures radicales prises à l'encontre des prisonniers rebelles n'ont souvent fait qu'attiser les problèmes. La violence appelle la violence. Depuis le milieu des années 90, les membres de la fraternité aryenne ont continué à semer la peur et à tuer. Get down! Le climat de violence instauré par le gang crée des situations de plus en plus explosives. Non seulement pour le personnel pénitentiaire, mais aussi dans les rangs des rebelles toujours plus nombreux. Pour la plupart des membres, les objectifs et le règlement définis autrefois par le gang ne sont plus si clairs. Des fois, on recevait un message qui disait « Va régler son compte à ce type ». Ensuite, un message de quelqu'un d'autre disant « Stop, on arrête tout, n'y touche pas ». Alors on fait quoi? Ces 2 types sont tous les 2 des frères, alors on ne sait plus. Et dans la pagaille, on risque de prendre un coup aussi. J'ai connu des types qui se sont fait dégommer pour des trucs vraiment idiots. Il y a beaucoup de types qui se sont pris un avertissement ou un mauvais coup. Tout ça parce que certains pensaient que c'était des balances. Et de fil en aiguille, c'est un mauvais, on s'en débarrasse. D'anciens membres du gang, déçus et isolés, commencent à se tourner vers Gessner et son équipe. Ils racontent les abus de pouvoir et les meurtres cyniques. Par la suite, ces témoignages joueront un rôle crucial. Chaque fois qu'un détenu tourne le dos à la fraternité aryenne, il renseigne les autorités pénitentiaires. Il y a des armes cachées là, là, là et là. Ils détiennent des renseignements qu'on n'aurait jamais pu obtenir sans eux. Si vous regardez la liste des victimes du gang, ce sont souvent des membres qui sont tombés en disgrâce. Je vais prendre le cas d'Art Rufo, qui a longtemps été membre de la fraternité aryenne ici, à la prison de Pelican Bay. J'ai été amené à juger son assassin et cette personne m'a raconté que certains leaders du gang l'avaient convaincu que Rufo était une balance. Et il a ajouté « Mais ensuite, je les ai entendus rire en disant qu'il m'avait manipulé.
que c'était pas vraiment une balance, et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais tué mon meilleur ami, mon copain de cellule depuis des années, et tout ça pour rien. Je me souviens que j'ai étranglé un type parce qu'on disait qu'il était pédophile, alors qu'en fait, il battait sa femme. Mais je l'ai étranglé. Et ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Je pense pas qu'il était pédophile. Je pense qu'il était là seulement parce qu'il frappait sa femme. J'ai vu des gens se faire tuer et le meurtre maquillé par les flics, se faire poignarder. J'ai vu des gens se faire balancer du 5e étage. J'ai vu des gosses se pendre en prison. J'ai été l'un de ces gosses. Pour mettre un terme à ces 40 années de meurtre et d'intimidation, Gessner s'est allié au FBI, au service de police et au bureau de répression de l'alcool, du tabac et des armes à feu. Son but, arrêter les membres du gang à l'intérieur de la prison comme à l'extérieur. Jusqu'à présent, les crimes commis par la fraternité aryenne étaient jugés un par un. Mais Gessner s'est servi d'une loi américaine, la loi RICO, conçue spécialement pour la lutte contre les grandes organisations mafieuses. Gessner a utilisé cette loi contre les chefs présumés du gang. Dès le début, je me suis dit que la façon la plus logique d'attaquer le dossier, c'était de s'appuyer sur la loi RICO, qui permet de poursuivre à titre collectif une organisation criminelle. Et la fraternité aryenne correspondait tout à fait à ça. C'était une idée de génie. En se servant du RICO Act, on allait à la pêche avec un grand filet, et pas seulement avec un petit hameçon pour les attraper un par un. On va lancer ce grand filet. On n'aura plus qu'à tirer pour les ramener tous, et après, si on peut, on les tue. Le procès aura lieu dans quelques mois en Californie, probablement en mai 2008, devant 3 tribunaux de Los Angeles et de Santa Ana. 19 accusés ont accepté de coopérer avec la justice pour obtenir des remises de peine. Les autres encourent jusqu'à la peine de mort. Au terme de 6 ans d'enquête, la fraternité aryenne est décapitée. Mais les gangs communautaires n'ont pas disparu. Ultraviolence, racisme, désespoir, toutes les conditions sont toujours réunies pour que naissent d'autres gangs sur le modèle de la fraternité aryenne. La semaine prochaine, changement radical, on rentre en France avec un sujet sur les mères porteuses. On va voir comment on peut acheter un enfant même sur Internet, ça semble incroyable et pourtant ça existe. On va surtout accompagner une jeune femme, une jeune Française qui a accepté de porter le bébé d'un couple en échange d'argent, c'est vrai. Et tout ça, ce sera la semaine prochaine, jeudi, en deuxième partie de soirée. À bientôt. Bonne soirée, bye.